projets subventionnés, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Cette mission d'information a obtenu du Sénat de bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête. Nous entendons aujourd'hui ensemble les représentants de 3 associations parmi les 17 associations qui ont bénéficié du fonds Marianne. Nous avons donc M. Abdenour Bidar, président de Fraternité Générale, qui est accompagné de Mme Fabienne Savant-Schreiber, membre du bureau, et de M. Baptiste Laroudet-Tazeï, délégué Tazi, c'est mieux, délégué général. M. Xavier Desmaisons, président de Civic Fab, et M. Rudy Reichert, qui est directeur de Conspiracy Watch. Chacune de vos associations nous a transmis des éléments écrits en réponse au questionnaire qui vous a été adressé et nous vous en remercions. Lors de son audition, le 16 mai dernier, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, M. Christian Gravel, nous a fait part des difficultés à trouver des associations en mesure de répondre aux objectifs du fonds Marianne. Je le cite, « Si la mobilisation du secteur associatif constitue un levier essentiel pour déployer sur Internet un discours républicain crédible, rares sont les associations qui sont à la fois en mesure d'agir contre le séparatisme et de maîtriser les techniques de la communication digitale. » Nous attendons donc de votre audition que vous puissiez nous préciser à la fois vos domaines de compétences, mais également la manière dont vous avez répondu à l'appel à projets et les actions que vous avez menées pour répondre aux objectifs poursuivis. Avant de vous céder la parole pour un bref propos introductif, et quand je dis bref, c'est réellement bref, c'est-à-dire 4-5 minutes. Je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant une commission d'enquête est passible de sanctions pénales qui peuvent aller, selon les circonstances, de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Donc je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Tout d'abord, M. Abdenour Bidar. Et donc, je vais également le demander à Mme Fabienne Savant-Schreiber, qui serait peut-être appelée. Merci. Et M. Baptiste Laroudet-Tazeï. Merci. Qui pourraient donc tous les deux s'exprimer en complément de M. Bidar. M. Xavier Desmaisons. Merci. Et M. Rudy Reichstadt. Merci, monsieur. Donc je vous laisse à présent la parole pour un bref propos introductif, si vous le souhaitez, bien entendu. Monsieur Bidar en premier. Bonjour messieurs les sénateurs, bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup tout d'abord de nous avoir permis de venir en équipe à Fraternité Générale, puisque je serai, comme vous l'avez dit, accompagné de madame Servan-Schreiber, avec laquelle nous avons fondé l'association Fraternité Générale dans la période particulièrement difficile de notre pays, la période des attentats à partir de janvier 2015, et de M. Baptiste Laroudet-Tazeï, qui est en charge, là, je dirais, de la direction en tant que délégué général opérationnel de tout ce que nous faisons à Fraternité Générale. Bon, notre vocation à Fraternité Générale est simple. Nous voulons montrer l'autre pays. L'autre pays, c'est-à-dire la France, non pas telle qu'elle nous est décrite à longueur de journaux par les uns et les autres comme un pays qui se déchire, un pays dans lequel se multiplient les rejets de l'autre, la haine, le repli sur soi, les communautarismes, le ou les séparatismes sociaux, culturels, ethniques, etc. Mais l'autre France, l'autre pays, c'est-à-dire la France qui s'engage pour cette valeur républicaine qu'est la fraternité. Et notre credo laïque, bien entendu, à Fraternité Générale depuis le début, est que nous ne réussirons à lutter contre que si nous sommes capables en même temps de lutter pour. C'est-à-dire que nous ne réussirons à endiguer véritablement le séparatisme ou les séparatismes et à réparer le tissu déchiré de notre société qu'à la condition que nous donnions à aimer les valeurs républicaines et que nous donnions à voir à l'œuvre celles et ceux qui, au jour le jour, s'engagent pour elles, pour les faire vivre de telle sorte que ces valeurs ne restent pas des idéaux de fronton, mais qu'elles deviennent, si je parle comme les antiques, des vertus, c'est-à-dire des manières d'agir, de se comporter dans la société. Voilà pourquoi, depuis 2016, à Fraternité Générale, nous faisons ce que nous aimons faire et ce que nous savons faire, c'est-à-dire que nous donnons à voir tout ce qui se fait dans la France d'aujourd'hui pour réparer le tissu social, c'est-à-dire que nous donnons à voir toutes ces associations qui travaillent, chacune dans un domaine, au quotidien, à réparer ce tissu, afin de les mettre en visibilité, c'est-à-dire
qu'il s'agit, par cette mise en visibilité, de leur donner davantage conscience de leur force sur le mode du « vous n'êtes pas tout seul à agir là où vous êtes, mais vous faites partie d'un grand mouvement hein ». Et puis, évidemment, à effet de contagion, à effet communicatif, c'est-à-dire que le but est, en montrant ceux qui agissent déjà, de mettre en mouvement ceux qui n'agissent pas encore, par un effet, je disais, de contagion ou de galvanisation du désir d'engagement. Bon, nous le faisons à travers un certain nombre d'actions, de 4 grands types. Vous nous avez demandé d'être rapide, donc je vais être synthétique. Tout d'abord, une action en ligne. Nous travaillons énormément sur les réseaux sociaux. Je pourrais détailler cela tout à l'heure si vous le souhaitez. Nous le faisons quand je dis les réseaux sociaux, ce sont ceux dont les gens de ma génération sont familiers, Facebook et Twitter, et ceux pour lesquels je confie à monsieur Baptiste Larraud-Détazy toute la confiance nécessaire parce qu'il s'agit de TikTok et d'Instagram, autant dire pour moi quelque chose qui est un petit peu loin de mes bases. Donc nous sommes sur ces réseaux sociaux avec cette vocation justement par ces médias jeunes de toucher la jeunesse. La jeunesse, quand on dit la jeunesse comme ça, c'est un terme un petit peu passe-partout, ce sont les citoyens de demain. Comment est-ce qu'on va les amener à se sentir appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les dépasse et qui les appelle et qui s'appelle la nation. Bon, donc une action en ligne, une action audiovisuelle. Depuis 2016, nous proposons avec un partenariat notamment avec France Télévisions, TF1, M6, tout un ensemble de médias, un partenariat de diffusion de clips qui mettent en scène la fraternité. Voilà comment la fraternité se fait au jour le jour dans notre société. Donc chaque année, nous avons une campagne de clips qui est diffusée par l'ensemble de nos grands médias nationaux, ce qui, en termes d'impact, a quelque chose d'absolument considérable. Et d'ailleurs, petite incise, en réalité, au-delà de ces médias audiovisuels, c'est aussi pour cela qu'on va vers les réseaux. C'est-à-dire que quand on est une association aujourd'hui, on peut organiser des événements physiques, et c'est ce que nous avons fait aussi, avec parfois une grande valeur symbolique. Nous avons organisé il y a quelques années la première chaîne humaine autour des remparts de Carcassonne, c'est-à-dire plus de 2000 personnes qui se tenaient la main et qui symbolisaient justement eh bien, la France qui se rassemble. Mais il est évident que si nous voulons avoir un impact plus important, il faut aller au-delà de ces événements physiques. Donc, une action en ligne, une action audiovisuelle, une action événementielle. Nous avons organisé pendant des années des dîners en couleurs. Des dîners en couleurs, c'est-à-dire des dîners qui rassemblent toutes les classes sociales, toutes les couleurs, si vous voulez, socio, politico, culturalo, ethniques de notre société, pour montrer une France qui vit bien, une France qui est capable de se mélanger, de se respecter, de se comprendre, de s'entreconnaître, etc. De la même manière, nous avons organisé dans un certain nombre de territoires un nombre, Baptiste dira sans doute le chiffre exact, de tournois de football. Donc l'idée, c'est véritablement de créer des opportunités pour les gens de se rencontrer en vrai, là où d'habitude, eh bien, on est chacun chez soi ou chacun de son côté. Et puis, quatrième dimension de cette action, donc en ligne, audiovisuelle, événementielle, l'action éducative. Nous avons créé, il y a quelques années, qui est en voie d'amélioration à peu près permanente, une mallette pédagogique dans laquelle nous proposons un kit de débat fraternel, nous les appelons comme ça, qui, dans un langage extrêmement simple, peuvent être utilisés par des professeurs de l'école, par des animateurs de quartier ou d'associations, par des éducateurs, pour inviter les jeunes à venir discuter autour des valeurs de la République, en particulier la fraternité, mais également la laïcité. Un sujet. On va peut-être en rester là, puisqu'on est déjà, très bien, voilà. On est déjà à peu près au double du temps imparti. Pardon, monsieur. Mais bon, voilà, vous nous avez présenté le quatrième. Merci. Vous aurez l'occasion de redévelopper sur quelques exemples précis. Je vais poursuivre avec monsieur Desmaisons, s'il le veut bien. Bon, on se rejoint un peu. Mais prenez le micro. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, on se rejoint un petit peu avec Abdenour sur les valeurs, sur un ensemble d'éléments du projet. Bon, nous, on est l'association Civic Fab, donc on a fêté nos 13 ans il y a quelques mois. Une quinzaine de membres, tous bénévoles, dont je fais partie, la plupart spécialistes du numérique, directeurs artistiques, spécialistes de la communication sur les réseaux sociaux, et puis des acteurs engagés dans la vie de la cité. Une quinzaine de ces bénévoles pilotent une quinzaine de personnes dirigées par une déléguée générale qui déploie le travail sur le terrain, en ligne et hors ligne.
Alors, notre sujet à nous, même si on se rejoint évidemment, c'est l'esprit critique. C'est notre prise de notre position à nous, notre positionnement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une façon de retrouver un peu une partie de l'appel à projet, notamment défendre des valeurs républicaines de liberté, de conscience, d'expression. Enfin, je vous passe toute la phrase. Pourquoi? Parce que chacune a bien vu que sur Internet, la mobilisation d'un centre de public, les procédures algorithmiques font que la haine peut primer sur la haine, des discours de colère, des discours rapides, l'envie d'en découdre, peuvent primer sur, disons, des discours plus pacifiques, plus réflexifs, probablement aussi plus bienveillants. Voilà. Maintenant, toutes ces choses-là sont extrêmement documentées. Donc, pour vous donner un petit exemple, pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de retweet augmente en moyenne de 17%. Donc on rajoute 5-6 mots, on commence à pouvoir faire le buzz. Et c'est ça notre sujet. Donc Civic Fab, nous intervenons en ligne, mais aussi, je l'ai dit, via des actions et des ateliers qui mélangent le physique et le numérique. Dans le langage du marketing, on appelle ça le figital. Et là, on va appeler ça des ateliers créatifs. On dispose d'une communauté importante sur les réseaux sociaux, donc plus de 300 000 fans sur Facebook, et l'ensemble nous amène à plus de 350 000 personnes qui suivent nos communications, nos contenus, et qui nous permettent d'avoir un peu de puissance de frappe. Plusieurs de nos vidéos dépassent le million de vues, vont jusqu'à 3-4 millions, likées, commentées, partagées, donc avec un succès, en tout cas, dans une partie du public de ces contenus. Notre public, c'est un public jeune. Nous, on s'adresse aux 13-27 ans pour l'essentiel. C'est un public qui n'entend pas se voir imposer des discours de sachants. Mais dans un même temps qui se questionne beaucoup, qui se construit. Donc c'est un public qui n'est pas dupe, mais en même temps qui est très perméable à des contenus qu'il capte en permanence sur les réseaux sociaux et qui est du coup poreux aux théories du complot, manipulation. C'est un public qui a ses propres codes, qui a ses réflexions, qui a ses approches, qui a ses modes, qui changent rapidement. Et on a vu les mêmes personnes sur plusieurs années évoluer complètement et changer, revirer complètement de mode de vie, d'usage, de coutumes et d'opinion. C'est un public qu'il faut intéresser, sinon il décroche. Il est ultra volatile. Et il a parfois connu des expériences de vie difficiles, voire très difficiles, que je vous épargnerai ici. Nos ateliers de terrain, les remontées sont par moments frappantes, glaçantes, tristes, dans le réel qu'on peut voir au plus près des jeunes un peu partout en France. Alors c'est pour eux qu'on travaille. C'est difficile, mais satisfaisant pour l'équipe. Et du coup, on a une démarche que je vais vous expliquer en quelques mots, qui prend la mesure de la responsabilité qui est la nôtre. On a une démarche qui n'est pas stigmatisante. Donc nous n'arrivons jamais avec un discours sur « vous êtes complotiste, vous ne comprenez rien, vous êtes dangereux ». On essaie d'amener chacune, par une démarche d'échange, d'information, à améliorer sa réflexion. Sans prétention aucune, sachant que tous ces mécanismes digitaux, algorithmiques, nous les vivons tous et nous en sommes tous porteurs. Donc chacune peut aussi faire des raccourcis, aller trop vite, user d'agressivité. Nous n'avons pas de position de sachant, je l'ai déjà dit. Et puis, nous nous inscrivons, nous, d'une certaine manière, dans une forme de démocratie délibérative. Un philosophe allemand récent a commis un petit ouvrage en se demandant si, effectivement, à l'ère des réseaux sociaux, la délibération qui fait le cœur de nos démocraties, la capacité à échanger des arguments, à s'entendre, à s'écouter et à essayer de se retrouver sur un commun, était peut-être en train de disparaître. Voilà, petit ouvrage 2022, traduit en 2023 à la NRF. Alors, ce n'est pas parce qu'on arrive et qu'on pousse la délibération et la discussion qu'on fait n'importe quoi.
nous arrivons avec des intervenants qui sont formés, certains par le CIPDR. Ils doivent être capables d'aborder des sujets complexes, des questions complexes qui se posent, parfois sociales, parfois des opinions. Et donc, il faut pouvoir réagir de façon la plus raisonnable, la plus structurée, la plus documentée possible, en ligne et hors ligne. On a un double contrôle sur nos ateliers, avec des animateurs formés, je l'ai dit, des professeurs qui sont présents quand on intervient dans des écoles ou des collèges, et les animateurs eux-mêmes. Nous construisons à partir de documents, à partir de films, à partir d'éléments historiques, de références. Et puis, nous demandons à ces jeunes publics, quand il est possible, de produire quelque chose. Un travail écrit, une chanson, un tableau, des vidéos, surtout beaucoup des vidéos numériques, parce que ça aussi leur permet de décoder la façon dont se fait la production de contenu et comment elle peut aussi être travaillée. J'en finis, je pourrais développer. Donc nos programmes, ils ont pour objectif de développer l'esprit critique avec une démarche créative. Et je ne dis pas que c'est la seule méthode. C'est tout le sens que j'ai pensé du Fonds Marianne, qui était d'essayer d'agréger différentes approches, différents types d'associations qui pouvaient se retrouver dans un commun qui est les valeurs de la République, mais chacune avec leur approche personnelle, limitée mais intéressante. Voilà. Merci, Monsieur de Maison. Monsieur Rachleit. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui de nous exprimer devant vous. Très rapidement sur Conspiracy Watch, c'est un site internet créé en 2007 qui s'est professionnalisé à partir de 2017, qui est devenu un service de presse en ligne, qui est édité par une association Loi 1901, qui est l'Observatoire du conspirationnisme, dont je ne suis pas président, je suis le directeur, puisque je suis salarié de cette structure, et je suis à la fois le directeur de la publication et de la rédaction. C'est un site internet qui donc existe depuis plus de 15 ans, qui a une antériorité, une expertise reconnue sur ce sujet. Le Fonds Marianne a servi à aider des acteurs de la lutte contre la radicalisation en ligne. L'Observatoire du conspirationnisme en est un, et c'est même l'un des plus unanimement reconnus pour le sérieux de son action et la solidité de son travail sur le complotisme. Et c'est à ce titre-là que nous avons été soutenus dans le cadre de l'appel à projet Fonds Marianne. S'agissant des différentes activités que nous menons, outre l'animation de ce service de presse en ligne, c'est évidemment la production d'enquêtes originales sur le phénomène complotiste, c'est l'animation de réseaux sociaux avec un compte Twitter très suivi, plus de 60 000 abonnés, la conception d'une newsletter hebdomadaire, le projet Riposte qui est celui qui est soutenu, cofinancé par le CIPDR depuis 2019 maintenant, qu'il a été de nouveau en 2023. La réalisation d'une émission, Les Déconspirateurs, pour YouTube, qui bénéficie d'un cofinancement de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est la participation à l'organisation chaque année des Assises nationales de la lutte contre le négationnisme, y compris dans cette salle, il me semble, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Sont des interventions auprès des professionnels de l'éducation qui visent à sensibiliser aux enjeux de la désinformation et du conspirationnisme, la participation à l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'ARCOM, à la définition également du plan national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Je m'arrête là et je répondrai à toutes les questions que la représentation nationale se poserait sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, nous vous avons proposé avec le rapporteur général donc, et mes collègues de la commission une table ronde. C'est donc pas pour traiter chacune des associations de manière indépendante et si je puis dire en série, mais c'est plutôt pour vous faire réagir à un certain nombre de sujets et nous dire un petit peu de manière à ce que l'on perçoive bien finalement quelle est la relation des associations qui ont candidaté avec le CIPDR d'un côté, comment le Fonds Marianne finalement est venu percuter ou modifier finalement les choses, comment vous l'avez perçu et comment ça se continue après le Fonds Marianne
déjà, vous l'avez évoqué, avec un budget pour 2023, par exemple, donc qui est déjà hors fonds Marianne, si je puis dire. Voilà, donc dans un premier temps, je vais peut-être vous demander, alors, cette formule, si on veut qu'elle soit un peu dynamique aussi, évidemment, ça appelle des réponses un peu assez serrées, assez courtes, de manière à ce qu'on puisse, quitte à y revenir, voir un petit peu l'ensemble du sujet. Donc je vais démarrer, si vous le voulez bien, avec quelques questions générales, et puis le rapporteur général viendra après sur des questions un peu plus pointues, si je puis dire. Le premier sujet, c'est effectivement comment se font les financements, quelle est votre relation historique avec le CIPDR dans le temps, donc comment le fonds Marianne s'inscrit là-dedans et comment vous l'avez senti ou compris par rapport à ce que fait déjà le CIPDR, parce que fondamentalement il n'y a pas d'argent supplémentaire, c'est presque une appellation, un label, comme a dit d'ailleurs le secrétaire général, une labellisation d'une certaine façon d'un pan particulier ou d'un sujet particulier au sein du CIPDR. Donc comment vous l'avez vu, quels sont aussi pour les uns et pour les autres les autres financements, alors je ne vous demande pas les noms, mais les autres financements publics et la part de financement privé s'il y en a, ou financement hors public en tout cas, qui existe pour qu'on ait une bonne vision de la manière dont les systèmes fonctionnent. Je redémarre par M. Rechtet dans l'autre sens, pour changer l'ordre un peu, mais si vous voulez bien en 2-3 minutes, un peu, voilà, comme vous l'avez fait d'ailleurs la première fois. Mais donc, précisément sur quoi? Quelle est votre question? Ma question, c'est de faire le lien entre depuis quand vous travaillez à l'UCPDR, l'arrivée du fonds Marianne, en quoi ça a changé, et ça a changé. Est-ce que ça se continue aujourd'hui? Est-ce que l'action lancée se poursuit aujourd'hui avec d'autres types de financement? Quels sont les types? Quel est le poids du public, financement public par rapport à l'ensemble du financement? Voilà. Alors nous avons commencé à prendre contact avec le CIPDR en 2018. Et ces échanges se sont traduits par une demande de subvention formulée en 2019 et donc un premier financement sur un projet expérimental qui pour nous s'appelle RIPOS. C'est le seul projet cofinancé par le CIPDR, un projet expérimental qui consiste, je dois en dire quelques mots, à percer les bulles de filtre dans lesquelles sont enfermés les internautes, c'est-à-dire très concrètement les exposer à des contenus à la diversité informationnelle. C'est ce qu'on peut appeler aussi du pré-bunking. Et en gros, il s'agit pour des gens qui vont rechercher des termes liés à la culture complotiste, par exemple Nouvel Ordre Mondial, Great Reset, État profond, et ces choses-là, ou des noms de médias complotistes notoires, eh bien qu'ils trouvent des contenus produits par notre rédaction en premier. Et pour cela, donc, nous devons produire des contenus, des articles, des notices. En l'occurrence, ce projet il est centré sur des notices d'information très documentées, très sourcées, très informées, et régulièrement mises à jour surtout. Et ces notices, nous les poussons ensuite via des coupons publicitaires qui sont mis à notre disposition parce que nous sommes association à but non lucratif dans le cadre d'un programme qui s'appelle Google Ad Grant. Voilà. Donc c'est du droit de tirage de coupons publicitaires qui pour nous est neutre budgétairement et qui participe complètement de cette action. Donc nous avons eu un premier lancement de cette opération pour l'année 2019-2020. On fonctionnait par saison à l'époque, c'est-à-dire printemps 2019 à printemps 2020. On a réajuster le tir pour l'année suivante parce qu'on n'avait pas pu notamment dépenser toute l'enveloppe ou pas complètement du projet initial, sachant que l'enveloppe, quand je parle d'enveloppe, c'est le coût du projet global. Et il n'est financé qu'à hauteur des 2/3 par la subvention du CIPDR. Quelques éléments s'agissant de la part des financements publics dans notre budget. Nous avons pris la décision, depuis que nous avons commencé à avoir un budget, de limiter, de plafonner à 50%, en tout cas en dessous de 50%, la part du financement public dans notre budget global. Parce qu'il nous semble que c'est sain de le faire comme ça. Sauf la première année, si je comprends bien, où il y avait 70%, c'est IPDR, c'est ce que vous avez dit. Mais là, vous parlez de l'action uniquement. Moi, je parle du budget global de l'association. Okay. Oui, je parle du budget global de l'association, pas de l'action. Pardon, vous pouvez juste, pour nos collègues, donner
comment dirais-je, une estimation de l'évolution de votre budget? Du budget global de la SOS, vous voulez dire? Écoutez, depuis combien de temps? Depuis 2017? Oui. Écoutez, on a dû passer... 2017-2023. Oui. Écoutez, on a dû passer... Et on fera une droite. Non, mais je pense qu'on est passé autour de 150 000 à autour de 230 000 aujourd'hui. Voilà. On est dans cet étiage-là. Donc, nous avons choisi de ne jamais excéder 50% chaque année de financement public dans notre budget global. Qu'est-ce que je peux ajouter sur la manière dont ça se fait? Donc, 2019-2020, premier financement CPDR, 2020-2021, second financement, et en 2021, nous avons été orientés vers l'appel à projet. Voilà, quand il s'est agi de renouveler la demande, et du coup, nous avons franchi un palier, nous avons demandé plus que ce que nous avons obtenu l'année précédente, parce qu'il y avait ce contexte lié au drame que vous savez, de Conflans-Sainte-Honorine, et nous savions que nous pouvions absorber ce financement-là, et que nous pouvions travailler à cette hauteur-là. D'accord. Et depuis 2023, vous continuez sur le même niveau, Exactement. même si ça ne s'appelle plus Fonds Marianne. Absolument. Très bien. Monsieur de Maison, pour la même question. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Mettez le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Le fonds Marianne, alors nous travaillons avec le CIPDR depuis 2016. Nous avons proposé un projet assez proche de ce qui est devenu un de nos formats, qui s'appelle Nuance, qui est une plateforme numérique de production de contenu orientée sur les valeurs de la République et l'esprit critique. Nous avions proposé ensemble d'autres dispositifs qui n'avaient pas été retenus à l'époque. Et donc ça, c'était un petit peu après les événements de Charlie Hebdo. Puisque c'est de ce moment-là que date notre relation avec le CIPDR. Et auparavant, nous, en tant qu'experts du digital, nous étions très intéressés sur la problématique de la haine en ligne, avec le lancement d'un observatoire qui était le premier du genre, qui était dans le cadre de travaux de recherche dans ce qu'on appelle le hate speech, et qui essayait de comprendre cette montée de la violence sur les réseaux sociaux. Le fonds Marianne, donc on a toujours régulièrement eu des relations avec le CIPDR, par moments plus ou moins importantes, suivant les époques et les moments. Le fonds Marianne a été l'occasion de donner à nos projets davantage d'envergure. Ça, c'est le premier point, une envergure financière un petit peu plus importante. Je crois que c'est notre budget le plus important annuel, l'année du fonds Marianne. Elle nous a permis de travailler sur des nouveaux projets, des nouveaux programmes. Alors on a lancé notamment un format qui s'appelle Mémorama, qui sont des ateliers auprès de jeunes publics, adossés, et souvent d'ailleurs en milieu scolaire, mais pas que, adossés sur qui travaillent la mémoire de la guerre d'Algérie. La mémoire, l'histoire, qui essaie de faire réfléchir un certain nombre de jeunes publics sur des contenus sérieux, sur cet événement qui s'est passé et dont on avait la date anniversaire. On a testé aussi d'autres formats, notamment un format qui s'appelle Mixité, qui essaie de faire rencontrer des publics de différentes catégories socio-professionnelles, de différents lieux géographiques ou de différents âges. Donc amener des jeunes dans un EHPAD et faire essayer d'enclencher des relations, atelier qui a assez bien fonctionné. Et qui a été durable, c'est-à-dire qu'on a eu après des jeunes qui sont revenus dans l'EHPAD. Voilà. On a testé aussi des nouveaux contenus et des nouveaux formats. Pardon de vous interrompre à ce stade. Vous nous avez dit tout à l'heure que à ce stade, vous êtes autour de 350 000 followers, je vais le dire comme ça. Vraiment sur un public jeune, vous avez dit 13-27, c'est vraiment les 80% de la cible? Oui, on est à 74% sur cette, pour être précis. Enfin, c'est le chiffre qu'on a, que les plateformes nous donnent. Oui. Puisque j'ai posé la question tout à l'heure à votre voisin, M. Reichstadt, l'évolution du budget de votre assos entre
entre 2010 et 2023, grosso modo? Je dirais qu'elle augmente d'un tiers. Mais je n'ai pas le détail précis, enfin, donc je ne voudrais pas vous dire de sottises, mais voilà. D'accord. Et la part de financement public? Alors, part de financement public, ça a évolué aussi dans le temps. L'année du fonds Marianne, on a plutôt un financement public principalement, mais probablement 20% privé. Il a pu arriver qu'on soit beaucoup plus en financement privé. Le financement privé sur ces thématiques-là est quand même assez complexe. Alors ça dépend de ce qu'on appelle privé. Dans les entreprises qui peuvent intervenir, hein, vous pouvez avoir les grandes plateformes qui ont chacune un programme plus ou moins élaboré, certaines très élaborées, pour essayer de travailler éventuellement les externalités négatives qui pourraient générer leur plateforme ou qui pourraient essayer d'amener du contenu positif, aider des contenus positifs à se faire. Donc il a pu arriver qu'on travaille avec ces plateformes et qu'on travaille encore. On travaille avec des associations aussi, des préfectures, souvent qui nous demandent d'intervenir sur des quartiers spécifiques prioritaires de la ville. Et puis voilà, parfois des écoles. On peut trouver aussi, je pense, des bénévoles du milieu économique. Vous-même, d'ailleurs, vous en faites partie. Est-ce que quelques entreprises vous soutiennent tout de même? C'est en projet. C'est plus un projet qu'une réalité. C'est plus un projet qu'une réalité. Oui. D'accord, merci. Monsieur Bidard. Merci, Monsieur le Président. Alors, Fabienne Servan-Schreiber, qui a fondé Fraternité Générale avec moi, était en contact avec le CIPDR depuis la campagne Allo Anti-Djihad qu'elle a initiée en 2015. Peut-être que vous souhaiterez l'interroger à ce sujet, puisque tout part de là. Il s'agissait alors d'assurer la réalisation d'une série de clips cherchant à faire connaître le numéro vert Stop Djihadisme mis en place par le gouvernement. Voilà. Et à partir du moment en 2016 où nous avons créé Fraternité Générale, donc un an plus tard, nous avons été en contact régulier avec les différents responsables, c'est-à-dire les responsables successifs du CIPDR, le préfet Engan, Madame Domenac, le préfet Rose et puis le préfet Gravel. Et de mon côté, j'ai rencontré le préfet Gravel d'abord dans le cadre de mes fonctions. Je suis président bénévole de Fraternité Générale, je suis inspecteur général de l'éducation nationale, du sport et de la recherche, et je siège à ce titre dans le Conseil des sages de la laïcité. Donc je travaille moi-même au sein du ministère de l'Éducation beaucoup sur ces questions de fraternité, transmission des valeurs, laïcité, etc. Et je me souviens que assez tôt, j'avais sensibilisé le préfet Gravel à la nécessité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire relative au fait de lutter pour, c'est-à-dire de promouvoir véritablement de manière positive dans l'esprit de nos jeunes concitoyens ces valeurs que sont la fraternité, la laïcité, etc. Et c'est dans cette direction exactement que l'association a sollicité le CIPDR, c'est-à-dire que nous voulions constituer de la manière la plus solide qui soit cette mallette pédagogique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis nous souhaitions avoir une action sur les réseaux sociaux pour promouvoir au quotidien la fraternité et les valeurs de la République, encore une fois, à destination des jeunes. Et donc, le 18 janvier 2021, nous avons obtenu un rendez-vous avec le secrétaire général du CIPDR, donc Christian Gravel, et avec celle qui était notre interlocutrice, je dirais, habituelle, sa collaboratrice Charlotte Collonge. Voilà. Et donc, en réalité, la possibilité ouverte par le CIPDR au moment de la création du fonds Marianne était la suivante de notre point de vue. Nous voulions véritablement renforcer notre action sur les réseaux sociaux, puisque, encore une fois, nous vous l'avons expliqué, les médias, c'est notre parti. Il n'empêche qu'il nous fallait une équipe. Il nous fallait une équipe formée. Il nous fallait une équipe opérationnelle, il nous fallait, pardonnez-moi l'expression, une force de frappe digitale, et il nous fallait, pour s'adresser à des jeunes, il nous fallait des jeunes. Et donc nous souhaitions véritablement rassembler une équipe autour de la compétence directrice de M. Baptiste Laroudet-Tazei. Et c'est donc, si vous voulez, à cela, ou de cela, que le Fonds Marianne nous a donné l'opportunité. Constituer véritablement une équipe pour être extrêmement présente sur les réseaux sociaux, notamment ceux dont je vous parlais tout à l'heure, TikTok et Instagram. Une équipe que nous aurions eu le moyen et que nous avons eu le moyen de salarier, et lorsque nous l'avons salarié, une équipe que nous avons eu les moyens de former, hein, parce qu'il s'agit de former
pas, je dirais, simplement à l'usage général des réseaux sociaux, mais comment est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour produire un contre-discours, c'est-à-dire un discours qui appelle à se rencontrer plutôt qu'à se haïr. Voilà. Donc, le premier rapport, outre financier, bien entendu, du CIPDR, a été d'offrir à notre équipe les opportunités d'une formation. Donc véritablement, les jeunes que nous avons recrutés ont pu bénéficier de cette formation au CIPDR et de cette alimentation par le CIPDR de toute une information, c'est-à-dire que chaque mois, l'équipe recevait des documents qui étaient fournis justement par Charlotte Collonge sous la forme d'une sorte de newsletter qui était une sorte de décryptage, je dirais, de la radicalisation et de tout ce qui tournait, je dirais, comme une nébuleuse autour de ce sujet de la radicalisation et de la déradicalisation. Voilà, donc une formation et puis ensuite une action, hein, parce que c'est de ça, je pense, dont vous, ce que vous voulez entendre concrètement. Alors, sur Instagram et sur TikTok, tout d'abord, alors je parle sous le contrôle de Baptiste Larodé-Tazi qui a suivi ça de plus près que moi, mais nous avons fait un véritable bond dans notre capacité à toucher la jeunesse. Le public, cette jeunesse justement, sur Instagram, c'est 67,5% de notre public qui a entre 12 et 25 ans. Sur TikTok, c'est 71% entre 18 et 25 ans. Nous avons comptabilisé, justement en vue de pouvoir fournir un résultat objectif, un certain nombre d'interactions. Donc sur TikTok, c'est... Pour moi, ces chiffres, pardon, sont un peu abstraits, mais je pense qu'ils font foi de l'activité. Ces interactions sont de l'ordre de 100 800, avec un nombre de... Comment on appelle ça? Baptiste, si tu peux venir à mon secours. Un nombre de clics, de comptes atteints, voilà. Un certain nombre de comptes atteints qui est particulièrement important. Alors, c'est pas... Oui, voilà, j'ai ce nombre de comptes atteints. Sur Instagram, c'est 7 millions de comptes atteints, un peu plus de 7 millions. Nous vous avons fourni le chiffre exact. Et puis sur TikTok, c'est un peu plus de 3,8 millions de comptes atteints. Mais je voudrais préciser encore quelque chose, si vous le permettez, c'est que, quelque chose qui est relatif au contenu de ce que nous donnons à voir sur TikTok et sur Instagram. En réalité, nous sommes dans notre, je dirais, notre cœur de cible ou notre cœur de métier, c'est-à-dire que nous donnons à voir la vie associative. Voilà. Donc nous avons pu valoriser plus de 300 associations qui travaillent, pardon pour cette expression qui est devenue un petit peu, je dirais, passe-partout, mais qui travaillent au vivre ensemble, hein, à réparer ou à raccommoder le vivre ensemble. Ça va de gens qui font des maraudes à des gens qui travaillent dans le milieu carcéral, etc., etc. Donc nous donnons à voir, et d'ailleurs pas seulement dans notre société française, mais nous élargissons aussi la focale, de telle sorte que les jeunes que nous touchons s'aperçoivent que la fraternité, ce n'est pas une obsession française ou une lubie française, mais véritablement quelque chose qui se cherche aujourd'hui au niveau international. Il y a une autre façon de vivre ensemble que l'individualisme, l'égoïsme, etc., etc. Monsieur Bidard, vous pouvez nous rappeler, comme vos prédécesseurs, le pourcentage d'aide publique Oui. Dans l'ensemble du budget? Tout à fait. En 2022, par exemple. Voilà. Alors, donc, nous avons des financements depuis le départ. Sera-t-il possible peut-être que pour quelques précisions, nous puissions bénéficier des lumières de Baptiste Laroudé, mais je vais vous... Après peut-être. Oui. Hein. Voilà. Donc, quelques petites choses. Nous avons, depuis la fondation de l'association, et en particulier donc pour cette période que vous évoquez, plusieurs types de financements. Nous sommes financés par exemple par le CNC, hein. Nous sommes financés par France 2, nous sommes financés par la Fondation LVMH, par une série d'autres fondations. Outre le CIPDR, donc, nous sommes financés par la DILCRA, par également la NCT, hein, c'est-à-dire l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous sommes financés par la région Île-de-France, nous sommes financés par un certain nombre de départements, le 93, le 83, le 71, etc., etc. Et si on voulait regarder le financement public là-dedans, donc le pourcentage, puisque... 80% de public. Oui. Micro. Micro quand vous parlez, si vous voulez bien. Il n'y a pas de problème, hein, mais il faut prendre le micro. Et vous avez prêté serment? Oui. Ah oui, en effet aussi. Oui. Non, on a effectivement en cash, ce sont beaucoup les financements publics.
y compris, comme le disait Abdenour, des régions, mais il y a aussi des mécénats de compétences, que ce soit le BETC qui nous a aidés pendant des années, ou même ma propre société Ciné TV, puisque je suis productrice, et qui apporte toute la comptabilité, toutes ces choses-là. Très bien. Pardon, parce que moi les pourcentages m'intéressent, mais ce qui m'intéresse plus, c'est aussi le montant. Donc au début et aujourd'hui, votre budget annuel. Les budgets annuels ont varié. Au début, ça a été aux alentours des 400 000 euros. Il y a eu des petits creux, notamment 2020, etc. Surtout quand on faisait beaucoup d'événementiels, on a beaucoup souffert du Covid. Et on remonte aujourd'hui effectivement plutôt entre les 350 000 et 450 000 euros de budget annuel. Le fonds Marianne représentait une énorme part de notre budget 2021-2022. Combien de personnel, salariés? Au 2021, on avait 7 salariés et 2 stagiaires. Aujourd'hui, on a 6 salariés, 3 stagiaires. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, vous avez une continuité, toujours par le CIPDR aujourd'hui. C'est-à-dire que le fonds Marianne a été, à un moment donné, une façon, si je vous entends bien, mais je ne voudrais pas traduire, c'est à vous de dire, mais de franchir un gap un peu, les uns et les autres, c'est-à-dire de monter un petit peu en puissance, et capacité à faire plus. Et puis ensuite, le fonds Marianne disparaissant, en fait, le CIPDR a repris sur son enveloppe propre ces montants-là et les a préservés, globalement, je veux dire. Oui. Si je peux me l'idée. permettre. Oui, Le problème des associations, c'est qu'on a rarement des financements pluriannuels. Oui. Donc chaque année, nous allons chercher des sous. Donc avec le CIPDR, certains depuis 2007, nous depuis 2015, et toi je ne sais plus quelle année, on est allé voir le CIPDR. Et puis une année, le CIPDR nous a dit, alors on ne sait pas s'ils vont nous aider, s'ils ne vont pas nous aider, on raconte ce dont on a besoin, ce qu'on fait et à quel point ils sont importants, bien sûr, dans notre financement. Et puis, une année, on nous a dit « Ah, mais il va y avoir un budget spécial pour toutes ces actions qui va s'appeler le Fonds Marianne. » Et donc, l'origine des sous est venue par quelque chose qui s'appelait le Fonds Marianne pendant une année. Et puis, on est retourné au CIPDR. C'est comme ça que les choses, nous l'avons vécu et je pense vous aussi. Mais le Fonds Marianne, c'est aussi le CIPDR. De toute façon, c'est une appellation, on va dire, à ce stade de l'action du CIPDR, et peut-être une occasion, effectivement, de monter un petit peu les budgets pour permettre de faire... Oui, pour compléter, Monsieur le Président, et vous éclairer sur la manière dont on travaille avec le CIPDR, en tout cas pour vous faire part de mon expérience et de notre expérience à Conspiracy Watch, lorsque nous avons une action qui est cofinancée, eh bien, nous faisons des reportings réguliers. En tout cas, au moins une fois par mois. Parfois, chaque semaine, ça dépend. Par mail, et puis parfois on fait des points téléphoniques avec la personne qui s'occupe de suivre nos projets. J'imagine que c'est pareil avec les autres associations. À l'approche du renouvellement, en tout cas des demandes de renouvellement, donc en 2021, on nous a dit « Attendez, vous verrez ». Et moi, je sais que j'ai retrouvé ça par mail, parce que je l'ai peut-être su par téléphone avant. En fait, je ne sais plus. En tout cas, je sais que j'ai eu un mail en date du 28 avril 2021, nous informant du lancement de l'appel à projet. Et on a découvert que l'appel à projet, ça faisait 8 jours qu'il était en ligne sur le site du CIPDR, mais on s'apprêtait de toute façon à faire une nouvelle demande. Voilà. Donc, il faut se dire que tout ça s'est fait de manière assez naturelle. On va revenir sur la chronologie. Pardon ? On va y revenir. On va revenir sur la chronologie. On va revenir sur ce point, tout à fait. Bon, écoutez, je vous propose que le secrétaire général vienne maintenant sur le cadre de l'appel à projet Fonds Marianne. Donc on est un peu plus... j'ai dit secrétaire général. Oui, Monsieur le Président, ça arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le rapporteur général. Pas pourquoi je l'appelle secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Oui, justement... deux d'entre vous ont abordé le fonds Marianne. Je voulais juste, on a eu un début de réponse pour l'un d'entre vous, je voulais que chacun, vous nous disiez à quel moment vous avez entendu parler du fonds Marianne, comment vous en avez eu connaissance, comment pour chacune des associations, quel a été le contact, la mise en relation en fonction du déroulé chronologique sur le début d'année 2020. Monsieur Desmaisons, pardon.
Monsieur le rapporteur général, donc nous, on travaillait, on a une réunion le 9 avril avec notre interlocutrice habituelle du CIPDR. Donc, pardon, je vais être factuel. Avant le 9 avril, vous entendez parler de rien. Moi, on entend parler du fonds le 29 avril spécifiquement. Voilà. Le 29 avril, on a 2 mails. Un mail d'une préfecture qui publicise le fonds en disant il y a un nouveau fonds. Préfecture de Bouches-du-Rhône. D'accord. Et quelques heures après, on se demande ce que c'est que ce fonds, donc on commence à s'interroger. Quelques heures après, on reçoit un mail de notre interlocutrice habituelle du CIPDR nous informant le lancement de ce fonds et nous disant, si vous voulez maximiser vos chances cette année d'obtenir une subvention, c'est là qu'il faut déposer votre dossier. Donc vous avez dit 29 avril, mais vous m'avez dit, je vous ai coupé, Oui. que le 9 avril... Nous, on préparait une demande de subvention avec notre interlocutrice habituelle en disant on aimerait... Qui était qui a déjà été nommé par monsieur Bidard. D'accord. Monsieur Bidard, parce qu'il y en a qui ont entendu parler du fonds Marianne beaucoup plus tôt, j'ai entendu, donc je... Alors, au plus tôt, donc, je vois donc sur les documents que nous avons rassemblés que le 25 mars 2021, nous avons fait parvenir nos demandes de subvention qui étaient liées pas seulement au projet de discours fraternel en ligne, mais au projet éducatif de la mallette pédagogique. Donc nous l'avons transmis le 25 mars au CIPDR et c'est à la suite de cette transmission, le 25 mars, que le CIPDR nous a proposé d'intégrer notre demande de subvention pour le projet de discours fraternel en ligne à l'appel à projet Fonds Marianne, voilà, qui venait de se créer, en nous précisant bien que, eh bien, il nous appelait à trouver d'autres interlocuteurs, c'est-à-dire d'autres financeurs, pour ce qui concernait la mallette pédagogique. Voilà ce que nous avons essayé de faire. Une précision peut-être de date. Je vais apporter une précision. C'est pas le jour même, le 25 mars, qu'on nous a parlé pour la première fois du fonds Marianne. Le 25 mars, c'est le moment où on a envoyé nos demandes de subvention. Après, beaucoup de choses ont été au téléphone avec Charlotte Collonges. Et c'est plus tard, et je peux retrouver dans mes mails maintenant, si vous m'autorisez, sur mon téléphone, qu'on nous a dit on intègre à l'appel à projet fonds Marianne dont on vous a parlé. C'était plutôt courant avril. Donc vous en entendez parler au mois de mars, parce qu'il y en a un d'entre vous, je suis en train de chercher mes notes, qui m'a parlé de janvier. Nous, en janvier, on a demandé un rendez-vous, on a fait le rendez-vous avec comme on fait un peu tous les ans, et notamment pour présenter cette volonté de nouvelle action sur les réseaux sociaux auprès du CIPDR, du secrétaire général du CIPDR. Ensuite, on a obtenu aussi un rendez-vous avec le cabinet de Madame la ministre Marlène Schiappa pour présenter notre association en général, et sans nous dire qu'il y allait avoir des financements particuliers ou quoi. Vous faites un lien entre le CIPDR et le cabinet de la ministre ? Au rendez-vous qu'on a eu avec les gens du cabinet de la ministre, il y avait aussi monsieur le préfet, Christian Gravel, qui était présent. Enfin, c'était pour présenter justement nos actions dans les domaines qui étaient sous la responsabilité de la ministre déléguée à l'égalité des chances. D'accord. Et en fait, le 25 mars, on a envoyé nos propositions de subvention. Mi-avril, on nous a dit ça va rentrer dans l'appel à projet Fonds Marianne. Et à partir de ce moment-là, puisque pour quand même croiser les informations dont on dispose, on a un comité de programmation le 13 avril 2021. Le 20 avril, on a la publication et le 10 mai, on a la sélection. Donc, pour les uns ou pour les autres, quel est votre calendrier respectif ? Précisément, c'est-à-dire Vous entendez parler d'informations. Après, il faut déposer, parce que j'ai des dates qui varient. Moi, j'essaie juste de comprendre, parce qu'après, il faudra recoller ce que les uns ou les autres... à partir de quand certains, visiblement, d'entre vous, de ce que vous nous dites là, ont des informations avant même le comité de programmation, d'autres plutôt après, j'ai entendu le 29. Donc j'essaie de savoir, de comprendre comment, dans un délai qui est déjà très contraint, comment les choses se déroulent pour les uns et pour les autres, parce qu'il y a quand même derrière, vous avez des représentants de la commission des finances, donc on essaie aussi de comprendre comment les choses sont ordonnées,
quel est le respect des procédures et quel est dans un temps dont je reconnais qu'il est très court, mais parfois j'ai l'impression à vous entendre qu'il est presque encore comprimé, accéléré. Donc je veux juste savoir à quel moment vous avez eu vraiment l'information, à quel moment vous avez présenté le dossier, à quel moment vous l'avez déposé et à quel moment il a été définitivement accepté. Il y a Alors, peut-être, on va retrouver ces dates. pour bien compléter, il y a la question de, par exemple, vous nous dites, on a présenté un dossier en amont. Tout à fait. Et finalement, on vous a dit après, ce dossier sera traité Fonds Marianne. Autrement dit, la question, par exemple, vous concernant, c'est est-ce que vous avez déposé un autre dossier ou non, c'est le même qui finalement a répondu à l'appel d'offres, qui a été qualifié après appel d'offres. Vous voyez ce que je veux dire? Sans que vous ayez besoin de redéposer formellement après l'appel d'offres. Est-ce que vous avez redéposé formellement ou pas? Non, c'est le même. C'est le même. Monsieur Desmaisons? Nous, notre délégué général m'envoie un petit WhatsApp pour me préciser. Donc, nous, on dépose un dossier FIPDR le 9 avril. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de recevoir. Et le 29 avril, du coup, on apprend... qu'il est labellisé Fonds Marianne. On apprend qu'il y a un Fonds Marianne. Et du coup, là, je n'ai pas le calendrier, il a été fléché sur le Fonds Marianne. Voilà. Sans avoir été spécifiquement refait par rapport à un appel d'offres. Non. C'est votre dossier du 9 avril C'était notre qui projet. glisse sur Fonds Marianne. C'était notre projet. Et le 10 mai, vous avez la sélection officielle. Alors, le 26 mai, nous obtenons une réponse informelle. Le 18 juin, nous avons une annonce officielle. Voilà. Très bien. Sur Rachat. Donc nous avons reçu un mail du CIPDR le 28 avril 2021. Nous avons fait de manière prioritaire la demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet. Nous avons envoyé notre dossier de candidature le 7 mai 2021. Et nous avons reçu, pareil, un mail du CIPDR nous informait que notre projet était retenu le 18 juin 2021. Et par la suite, nous avons reçu un courrier officiel de Marlène Schiappa le 16 juillet 2021, mais le courrier en pièce jointe était daté du 4 juin 2021. Alors il a dû être envoyé par ailleurs par voie postale, on a dû le récupérer, mais là je peux vous dire ce qu'on a dans notre boîte mail, parce qu'on n'a pas épluché les autres documents. Voilà. Et est-ce que vous diriez que vous avez construit une proposition par rapport Oui. au cahier des charges? Oui. 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 On s'est calé. Vous êtes calé sur le cahier des charges? Absolument, parce que l'idée est de faire coïncider le plus possible notre projet au cahier des charges de l'appel à projet, par définition, pour maximiser nos chances d'être retenus. Il se trouve que je vous le disais, on a ajusté notre projet Riposte, qui s'appelle toujours Riposte. Pardon ? Je pense que, excusez-moi, je pense que vous n'avez pas eu le choix, parce que 29 avril, vous déposez le 7 mai, vous êtes, sans le savoir, sélectionné le 10 mai, c'est... Oui, mais on s'attend chaque année à cette période-là à faire une demande de subvention quand même. On ne part pas de rien. Et puis on était fort de 2 années d'expérience, d'expérimentation de cette action. Ce qui me conduit à penser que les délais, alors les informations variables selon vos 3 associations en termes de préinformation ou d'annonce autour du Fonds Marianne, comme de toute façon, vous œuvrez sur ce secteur-là depuis des années et qu'effectivement, j'entends, comme toutes les assurances, chaque année, il faut ajuster le tir. Ça ne vous a pas surpris outre mesure d'avoir des délais et à la fois peut-être un peu un manque de visibilité, mais des délais très courts pour répondre et ajuster. Oui, monsieur. Oui, si je peux me permettre, et pour aller tout à fait dans votre sens, vous l'avez compris, pour nous, manifestement, on est dans le même cas. Le CIPDR est depuis des années un interlocuteur régulier avec lequel la discussion se réengage pour ajuster chaque année. Voilà. Et c'est sur cette discussion qui s'était réengagée, c'est la date que je vous ai donnée, le 18 janvier 2021. Et donc, comme tous les ans, rien de nouveau sous le soleil. Donc on réengage la discussion, on se met d'accord avec le CIPDR sur ce qui constitue, nous, notre valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire. Et là, petit à petit, on prépare le projet. Et puis, quelques mois plus tard, effectivement, là, on va vous retrouver les dates exactes pour préciser à notre tour. Eh bien, le CIPDR nous fait savoir que nous pouvons candidater, en effet, pour ce fonds. Étant entendu, que chaque année, vous fournissez des comptes rendus qu'ils vous sont demandés. Tout à fait. Qu'il y a éventuellement du dialogue. OK. Vous vouliez ajouter, pardon ? Oui,
Oui, je voulais simplement ajouter, avec quand même un élément nouveau qui est un contexte lourd lié à ce qui s'est passé en octobre 2020. C'est-à-dire qu'on a tout ça en tête à cette époque-là quand même. J'entends que vous avez ça en tête, mais ce qu'on a parfois du mal à voir, c'est la ligne frontière, si j'allais dire, entre l'annonce du fonds Marianne, les appels à projets, je dirais, habituels, et puis cet appel à projet au regard, effectivement, d'une annonce dont le préfet Gravel a expliqué qu'il y a une décision politique de créer un fonds Marianne, en fait, de plutôt labelliser une partie de la dotation sous la forme de fonds Marianne annoncé à 2,5 millions et qui finit à un peu plus de 2 millions. Donc, c'est tout. Moi, je vous dis, j'essaie juste de comprendre. Voilà. Et il va de soi, monsieur le rapporteur, que le programme R du FIPD, donc les crédits fléchés sur la lutte contre la radicalisation, ils l'ont été dans un contexte post-attentat. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses dans ce pays en 2015, 2016 et ensuite. Il n'y a pas eu uniquement cet événement tragique de Conflans-Sainte-Honorine. Donc, si vous voulez, on parlera tout à l'heure de la question, si ça vous intéresse, du séparatisme, de comment on l'envisage, de comment le complotisme, parce que nous, c'est notre créneau, la lutte argumentative contre les discours complotistes, comment ça s'articule avec la lutte contre la radicalisation. Il y a toute une littérature là-dessus, quand même, assez bien solide, qui montre que c'est une passerelle et l'antichambre vers la radicalisation et l'extrémisme, y compris l'extrémisme violent. Mais bon, je déflore peut-être un peu trop tôt les choses, mais si vous voulez... Moi, je n'ai pas de souci. Simplement, vous êtes 3 associations là. Vous n'avez pas la même antériorité. Il y a une association qui a une quinzaine d'années, une dizaine et une 5-6 ans. Donc, moi, j'essaie de comprendre. C'est tout. C'est pas. Oui. Dernier élément, en ce qui me concerne dans la réalisation du projet, puisque vous l'avez évoqué, chaque année, forcément, on essaie d'avoir le budget qui soit en regard des actions à conduire avec des équipes et notamment donc des personnels. Est-ce que le fonds Marianne vous a conduit, les uns ou les autres, à augmenter vos effectifs pour mieux répondre ou parce que vous n'aviez pas forcément les bonnes compétences, puisqu'on a bien compris qu'il fallait rentrer sur un contact public jeune, digital, et j'ai entendu ce que M. Bidard a dit sur les différents modes de communication, notamment pour toucher les jeunes, avec des spécialistes du sujet. Donc, vous avez répondu, Voilà. avec quelques postes. Peut-être M. Desmaisons. Monsieur le rapporteur général, alors, dans mon autre vie, qui est ma vie professionnelle et pas de bénévole, je dirige des entreprises. Et donc, je me méfie toujours de faire une embauche sur un fonds d'une année dont la reconductibilité est peut-être probable, mais vraiment très incertaine, et dont mon expérience dit qu'elle varie dans le temps. Donc nous avions comme projet, en revanche, on a envie d'être dynamique, donc nous avions comme projet, dans le cadre du fonds Marianne, de faire une embauche supplémentaire. Parce que les montants qui nous étaient alloués étaient importants et que donc nous voulions être sûrs que tout allait très bien se passer avec célérité. On n'a pas réussi à faire cette embauche et donc nous avons du coup moins dépensé cette année-là, donc pas dépensé l'intégralité de la somme qui nous était allouée. Voilà. Embauche sera peut-être faite dans les prochains mois. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Oui, vous avez répondu, pas d'embauche. Alors, nous concernant, nous sommes 2 salariés, un 3e a été embauché en CDD en décembre dernier et une 4e en février 2023. Pardon, donc décembre 2022. Oui, 2022, oui. Or, oui. Et s'agissant de l'action financée dans le cadre du fonds Marianne, nous étions 7 à intervenir dessus. Ma binôme Valérie Gounet, moi-même, nous étions tous les 2 salariés, 2 prestataires, en la personne de Tristan Mendès France, qui était le pilote de cette action précisément, un journaliste, et 3 stagiaires ont participé à des moments différents à l'action également. Mais
ai-je en conclu que vous êtes resté à effectif constant? Vous voulez dire en équivalent temps plein? Oui. Voilà, non, mais Oui. il faut On est resté effectif constant. on a besoin, nous, d'être factuels pour comprendre. En revanche, nous avons décaissé des prestations, des rémunérations, qu'on n'aurait pas autrement. Si je peux rebondir, pardon. Oui. Nous, pour être très précis, donc une partie de nos actions repose sur des jeunes réalisateurs qu'on va mobiliser sur le terrain, qui sont des spécialistes de la réalisation de courts longs métrages, qui encadrent des ateliers donc pour faire créer des vidéos avec des publics jeunes. On a doublé le nombre de réalisateurs qu'on a pu mobiliser et donc former, et qui par moment doivent continuer eux-mêmes à faire ce format d'atelier, certains. Voilà. Très bien. Monsieur Bidard, vous aviez... Micro. Donc, outre les précisions qui ont déjà été apportées, nous avons eu l'opportunité à ce moment-là de salarier 5 personnes supplémentaires. Donc, pour nous, vraiment, c'était quelque chose de très important que je souhaiterais aussi restaurer, souligner sur le temps long, enfin un petit peu plus long. Ça a été rapidement évoqué tout à l'heure. La période Covid a été extrêmement difficile pour le monde associatif. Et elle a non seulement été difficile, mais elle a été véritablement le moment d'une prise de conscience. La prise de conscience était qu'il y avait une fragilité très forte à organiser des événements en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et cela nous a convaincus, dans la réflexion au long cours que nous avons au sein de l'association, qu'il fallait faire un surcroît d'efforts, justement, au niveau de la présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au niveau de ce qui est numérique, dématérialisé. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, véritablement, cette opportunité en a été une, de salarier 5 personnes supplémentaires et de constituer une équipe. Donc, au total, une équipe, Baptiste, je parle sous ton contrôle, de 7 personnes, qui a été active, comme je l'ai décrit, sur les réseaux sociaux, à partir... Alors, est-ce que ça s'appelle une plateforme qui s'appelle Le Bon Côté des Choses? Le BCDC, non, c'est pas une plateforme. C'est-à-dire qu'on a créé, si vous voulez, on a utilisé un outil ad hoc que je vais laisser Baptiste décrire. C'est juste dans les différentes stratégies qu'on a évoquées pour réussir à intéresser ce public qui a certes beaucoup d'appétence pour plein de sociétés, mais qui est très volatile, qui est le public jeune sur les réseaux sociaux. Il fallait un nom un peu plus jeune que Fraternité Générale. Ça leur plaisait pas du tout. Donc on a BCDC pour Bon Côté des Choses, mais c'est juste le nom des comptes Instagram et TikTok de Fraternité Générale. Et l'équipe, depuis, on a toujours cette équipe-là. On a adapté certains postes en fonction de l'évolution qu'on a vue, notamment avec les rapports mensuels qu'on fait au CIPDR et qu'on fait depuis le début de toutes les actions, où on a vu que on pêchait un peu là-dedans, etc. Et donc maintenant, on a une équipe de 4 salariés et 3 stagiaires qui s'occupent de nos actions sur les réseaux sociaux. Si je peux le permettre, ça nous a conduit à définir un périmètre d'action de fraternité que nous voulions valoriser. Et au sein de ce BCDC, donc de ce Bon Côté des Choses, on a défini 9 thématiques. Je vous les cite rapidement à la volée. L'engagement des jeunes, les valeurs de la République, les enjeux sociaux, c'est-à-dire toutes les questions de société qui sont liées à ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire toutes les séparations sociales, la tolérance, l'égalité femmes-hommes et le genre, l'écologie. Là, il était évident, en particulier avec ces 2 derniers sujets, qu'il était nécessaire d'aller du côté du discours vers quelque chose qui parle immédiatement aux jeunes générations. Les nouveaux outils et les enjeux de communication, la cancel culture, les fake news, les théories du complot, le gaming, le cyberharcèlement, etc., etc. Autant de néologismes un peu baroques. Le fonctionnement de l'appareil républicain, toujours ancrer ça dans une culture républicaine, la transmission d'une culture républicaine, et puis tous les savoirs liés à la fraternité. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les neurosciences sont capables de vous dire que tel comportement va développer telle zone neuronale qui, à son tour, va encourager la conduite de l'être humain dans telle ou telle direction. Voilà, des choses comme ça, les porter dans un langage accessible à la connaissance des jeunes générations. Très bien, moi j'aurais une dernière question, à mon avis une double question. Donc si vous avez des éléments plus précis que ce que vous avez donné là, s'il y a eu des évolutions d'effectifs liées au fonds Marianne, et puis après
à son effacement et qui ont modifié les effectifs de vos associations, faites-les nous suivre. Ça nous permet de mieux comprendre, parce que je rappelle quand même que nous sommes sur le fonds Marianne, lequel, s'étant éteint au bout d'un an, je peux entendre que ce que vous avez dit les uns les autres, que ça entraîne un pilotage qui n'est pas forcément toujours évident, en restant effectif constant, ou alors en répondant à d'autres appels à projets. Voilà, donc juste, est-ce que cet appel à projet, ce fonds Marianne, sa création et son extinction, est-ce que ça a finalement répondu à vos attentes une fois que vous avez été sélectionné? Est-ce que vous y avez trouvé, je dirais, ce que vous en espériez ou attendiez? Bien, oui, puisqu'en fait, on en espérait un cofinancement d'une action qu'on aurait menée de toute façon avec un impact et une ampleur moindre. Mais c'est une action qu'on mène de toute façon. Donc, oui, dans la mesure où ça s'est bien passé, où l'administration nous a donné quitus, où on a fait une nouvelle demande et où cette demande a été acceptée de nouveau, oui. Vous savez, nous, on pense que l'État ne peut pas tout faire, que la société civile ne peut pas tout faire non plus. L'État, dans cette politique de lutte contre la radicalisation, il peut créer les conditions pour que la société civile prenne ses responsabilités et fasse ce qu'il, lui, ne peut pas faire. Je crois que de ce point de vue, le bilan, en tout cas pour nous, il est positif. On a été accompagnés et on continue à l'être. Voilà. Monsieur Bidard. Oui, peut-être pour aller dans ce sens. Alors la réponse est décidément oui, et également, mais je dirais sur le fond d'une conviction que je pense nous partageons tous, qui est que les initiatives comme la nôtre, qui viennent de la société civile, sont tout à fait heureuses de trouver en face d'elles une volonté qui est une volonté politique, qui puisse venir au soutien, et au soutien de laquelle elles peuvent elles-mêmes venir pour faire vivre ces fameuses valeurs. Donc lorsque, de manière un peu sèche, nous parlons de financements qui viennent de différentes provenances publiques, privées, en réalité, nous parlons d'un effort collectif dans la direction de ces valeurs qui nous importent. Donc il y avait là, pour nous, toutes les conditions de la confiance, je dirais, avec ce comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Merci. Monsieur Desmaisons. La réponse est aussi oui. Ça nous a donné l'occasion de travailler à un cofinancement avec l'ANCT. On est content des objectifs, on a atteint nos objectifs et donc on était content d'être plus allant, mais de pouvoir quand même réussir ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ça nous a permis de tester des nouveaux formats, donc d'être un petit peu challengé, pardon pour l'anglicisme, mais il y a eu quand même ce travail-là. Évidemment, je rejoins ce que disait Madame Servan-Schreiber, le sujet du pluriannuel a toujours été le sujet, parce que dans le numérique, évidemment, si on veut créer des communautés, développer des communautés, il faut mettre du contenu régulièrement, il faut engager les personnes qui vous suivent, qu'il faut pouvoir leur répondre. Si à un moment vous vous arrêtez et que vous attendez 3 mois, 6 mois sur un projet, vous avez perdu un petit peu le bénéfice de cette dynamique-là. Donc c'est sûr qu'en pilotage, c'est pas l'absolue perfection, mais on a accueilli avec joie ce dispositif. Merci messieurs sur ces points-là, qui sont des points importants, parce qu'effectivement, la pluriannualité, c'est toujours le point difficile avec l'État, qui par nature a un budget annuel. Il est même voté dans cette maison pour partie. Donc, on en est pour partie responsable. En tout cas, c'est notre mode de fonctionnement. Et effectivement, ça oblige à prendre les choses assez tôt, finalement, pour relancer les mécaniques et pour vérifier qu'on puisse aller sur le long terme, d'autant plus que des actions comme les vôtres, on le sait bien, elles appellent plusieurs années de fonctionnement, de toute façon, pour être utiles, pour être en tout cas efficaces. Voilà. Donc ça nous paraît assez clair. Alors, on voudrait revenir sur quelques sujets. Alors, on n'est pas très surpris de vos réponses, puisque finalement, ce que vous nous dites, c'est on travaille depuis quelques années avec le CIPDR.
À un moment donné, le financement s'est appelé Fonds Marianne, très bien. On revient dans le financement classique CIPDR, mais au niveau qui a été monté par le Fonds Marianne. Et donc, bon, finalement, voilà, ça fonctionne. Bon, c'est ce que vous nous avez dit, me semble-t-il. Un point sur l'échange avec les interlocuteurs. Là, vous avez dit qu'il y avait une espèce de continuité mensuelle, etc. Nous, on a cru noter qu'il y avait eu une variation, enfin, avec le départ de la personne que vous avez citée, c'est-à-dire en décembre 2021, il n'y a plus la responsable chargée justement du suivi et ça se répartit entre 3 ou 4 personnes. Est-ce que vous dites, ben, il ne s'est rien passé, on a eu des contacts avec des gens qui étaient tout à fait formés, clairs, et les choses sont bien passées, ou est-ce que quand même il y a eu une petite rupture? Alors, qui veut démarrer sur ce point? Allez-y, n'hésitez pas. Oui, effectivement, au départ de Madame Collonges, nous, ce qu'il y a eu en moins, c'est qu'on n'avait plus ces super newsletters qui nous informaient un peu de l'état et de la littérature sur la lutte contre la radicalisation qu'elle nous envoyait régulièrement. Par contre, on a continué à envoyer des rapports mensuels à la personne qui nous a été désignée en expliquant nos résultats, nos écueils. On avait effectivement peut-être un peu moins de retours que quand c'était la personne de Charlotte Collonges, mais on n'était pas non plus, on n'a pas senti le CIPDR absent pour autant. Et depuis, on nous en a réattribué une vraiment qui est depuis un moment, en la période de Madame Oui, Benhamou. c'est une période où il y a eu une période, mais le CIPDR le dit, hein, où il y a eu un peu de flottement parce que la personne qui était en charge et qui connaissait bien en réalité, puisqu'elle était là depuis des années sur cette thématique, est partie. Et donc à ce moment-là, il y a eu quelques moments un peu de flottement. Mais enfin, ça n'a pas été, en tout cas pour vous, ça n'a pas changé la manière dont vous travaillez à l'SCPDR. Vous avez envoyé vos rapports. Ils ont peut-être été moins regardés, j'en sais rien, mais bon, ça n'a pas changé fondamentalement la relation. C'est ce que vous me dites? Oui, globalement. Vous confirmez ça? Oui, globalement, je confirme. On avait affaire à une grande professionnelle, donc avec des méthodes de travail fonctionnelles pour nous. Évidemment, quand on change de personne, il faut reapprendre à se connaître, il faut retravailler. C'est pas inintéressant non plus, parce que ça permet de se re-questionner sur un certain nombre de choses qui sont faites. Donc, moi, j'ai plutôt une impression de continuité. Avec probablement cette phase de transition, effectivement. Même chose. Effectivement, alors vous voyez, je n'aurais pas su spontanément dater le départ de la chef de mission qu'on évoquait à l'instant. Sans doute un moment un peu de trou d'air dans nos relations avec le CIPDR, mais il faut bien que vous ayez à l'esprit que nous, en tout cas nous singulièrement, nous sommes une toute petite structure et que l'essentiel de notre travail, ça n'est pas de parler au CIPDR. En réalité, on le faisait avec cette personne régulièrement parce qu'on faisait des points, on s'envoyait des mails. Je vous dis au moins une fois par mois. Mais le cœur de notre travail, c'est quand même nos sujets. C'est quand même ce qu'on fait, c'est-à-dire une rédaction qui travaille sur la question du complotisme, etc. Donc, je dois vous dire que ça a été presque indolore, quoi. Après, on a trouvé d'autres interlocuteurs. Et effectivement, maintenant, il y a une personne au CIPDR qui est en charge, d'ailleurs, des questions de complotisme spécifiquement, avec qui on échange. Voilà. Oui. Vous comprendrez bien que de notre point de vue, on le regarde, si je puis dire, par l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment des opérations de cette nature, sur lesquelles il y a eu une communication extrêmement forte au moment du lancement, avec des objectifs présentés de manière extrêmement ambitieuse, ou ambitieux pour les objectifs, excusez-moi, et finalement comment se fait le suivi pour être sûr qu'on est dans les clous, c'est quelque chose d'important. Et donc, évidemment, on comprend, et c'est pour ça que nous avons souhaité avoir, certes, des auditions avec, vous le savez, des associations sur lesquelles le fonctionnement a été un peu plus erratique. On s'en tiendra là avant de les avoir entendues. Et des associations qui ont une habitude de travail à l'SCPDR. Mais pour nous, ce n'est pas tout à fait, sans importance que de savoir
que même si vous êtes évidemment dans votre job, si je puis dire, et dans votre rôle, bien, la relation au CPIDR et d'une certaine façon le contrôle des contenus, qui est bien le sujet qui peut toucher certaines associations, se fait bien correctement par le CIPDR, vous voyez, tout au long. Même, quelle que soit la confiance qui a pu être établie avec les uns et les autres dans la durée. Hein. Voilà pourquoi on insiste un peu sur ce point. Alors, est-ce que vous avez considéré aussi, vous avez déjà un peu répondu, évidemment, en dialoguant, on double un peu les questions, mais on va les reprendre sur un autre axe ou un autre angle. Le fonds Marianne, il était prévu pour 1 an, hein, en tant que tel. On a vu qu'ensuite, il était repris pour les associations, en tout cas, qui étaient considérées comme ayant fait un bon travail, il était repris par le CIPDR. Bon. Mais c'était une version 1 an. Est-ce que ça vous paraissait réaliste, solide, sérieux, de pouvoir montrer en 1 an qu'on faisait des choses utiles ou est-ce que finalement, bon, il faudra un peu plus d'1 an, peut-être même 3 ans, pour arriver à prouver qu'on a atteint sa cible. Donc, est-ce que finalement, il y avait une bonne programmation de la chose? Ce qui nous a rassurés en termes de programmation, malgré la fragilité que vous évoquez, hein, de quelque chose qui est là pour 1 an, c'est que, ne l'oublions pas, c'était un appel à projet qui se faisait sur le fond d'une relation durable avec le CIPDR. Donc, quand bien même le fonds disparaissait au bout d'1 an, eh bien, la relation avec le CIPDR perdurait. Donc effectivement, en soi, c'était assez fragile, mais nous avions alors 2 choses, je dirais. D'une part, nous avions bon espoir qu'il s'agissait là d'un épisode supplémentaire qui consoliderait encore notre relation avec le CIPDR. Et puis, d'autre part, comme le disait Madame Servan-Schreiber, nous nous sommes retrouvés finalement confrontés à une fragilité à laquelle malheureusement nous avons l'habitude, ou dont malheureusement nous avons l'habitude. C'est-à-dire que chaque année, nous avons besoin d'aller taper à la porte d'un certain nombre d'interlocuteurs, de les sensibiliser à notre démarche. Et je dirais que c'est toujours un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est une situation qui est fragile, qui est insécure, mais en même temps, ça nous oblige, nous, également, à revoir notre discours. Hein. C'est-à-dire que, vous le savez bien, quand quelque chose roule, ça devient paresseux. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est un exercice également, et nous le prenions comme tel. Donc, il n'y avait pas d'inquiétude particulière. D'autant moins que, en réalité, c'est la même chose au niveau du contenu. C'est-à-dire que nous avions l'opportunité d'en mettre un coup, si vous me passez l'expression, dans notre task force sur les réseaux sociaux. Mais pour nous, c'était un projet au long cours. Donc, de toute façon, nous avions je dirais, le projet de le faire continuer en essayant de trouver les financements nécessaires. Monsieur Rachel. Oui, j'ajoute que sur les 5 critères de sélection de l'appel à projet, on a bien celui de la pérennité de l'action, je suis en train de le relire. Une attention particulière sera portée aux projets réunissant des cofinancements, favorisant la pérennité des projets au-delà de 2021. Nous, c'était notre cas, puisque, encore une fois, l'essentiel, à la majorité de notre financement est du financement privé. C'est pour l'essentiel une subvention annuelle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est une fondation privée d'utilité publique. Voilà, donc j'imagine que dans l'esprit des rédacteurs, il y avait l'idée d'une pérennité, d'un accompagnement, alors pas pluriannuel au sens propre du terme, mais c'est comme ça qu'on l'a compris en tout cas. D'accord. Donc vous êtes en train de nous donner un petit peu un des critères qui aurait permis de vous retenir, puisque comme on n'a pas de critères, on n'a pas de grille par association des critères retenus. J'ai entendu les auditions précédentes, mais en l'occurrence l'appel à projet précise bien 5 critères. Oui, bien sûr, il y a des critères, mais après, on n'a pas de notation sur ces critères. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, vous nous avez donné un élément. C'est que vous aviez, vous, un projet qui s'inscrivait dans cette vision pluriannuelle, en tout cas dans le temps, avec peut-être des niveaux plus ou moins forts selon les soutiens, mais en tout cas, vous restiez sur cette ligne. Très bien. On va terminer avec M. Desmaisons, là pour Civic Fab. Donc, il y a eu un avenant qui a été signé pour vous. Donc, pourquoi ce délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2022 a-t-il été sollicité? Peut-être parce que l'action a démarré plus tard, enfin, vous allez nous le dire. Et puis, Civic Fab, vous avez été
finalement le premier à avoir fait l'objet d'un contrôle. Alors, c'est pour une raison, une erreur, semble-t-il, du CPDR. En tout cas, ils l'ont présenté comme ça. Vous ont donné trop tôt des financements, bon, peu importe. Donc, c'est pas sur le fond. Mais par contre, du coup, comment ce contrôle s'est-il déroulé et quelles en étaient les conclusions? Je rebondis sur le point précédent. Oui. Il y a toujours une question du moment de versement de la subvention. Pour nous, c'est septembre 2021. Pour la première partie. Pour la première partie. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient en démarrage d'association, je ne sais pas comment ça s'est passé pour LE, mais il est sûr qu'il est difficile d'engager des fonds avec un petit délai. Je ne crois pas que ça... Enfin, c'est un point à garder en tête. Pour nous aussi, qui avons un peu plus de fonds de roulement, pas beaucoup, mais un peu, et une capacité à escalader, entre guillemets, puisqu'on a des bénévoles, et s'il y a besoin, on peut... monter, on est déjà beaucoup de gens compétents pour pouvoir faire les actions, on a une expérience, on a ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'était mon petit modulo dans le grand, dans la discussion sur laquelle je suis d'accord. Voilà. Nous, on a demandé effectivement une prorogation de mars à juin 2022 de notre subvention, ce qui est quelque chose que ma déléguée générale dit faire de façon classique, pas forcément systématique, mais pas particulièrement, enfin ça l'a pas surprise particulièrement. On est sur une année Covid, on a des événements. Et donc, il y a un certain nombre d'événements qui n'ont pas pu se tenir en première partie d'année parce que il y avait à l'époque, est-ce que je fais un événement, est-ce que je serai obligé de le fermer? Enfin, on a tous connu ça, toutes. Et donc, du coup, l'essentiel, beaucoup de nos événements, notre festival du court-métrage qui rassemble un jeune public qui a produit des vidéos, qui revient avec ses amis, ses parents, qui va les diffuser sur les réseaux sociaux, ce festival, on a pu le faire qu'en juin. Un autre atelier, enfin un autre compte-rendu de notre événement Mémorama qu'on a fait aussi, qui était une exposition d'œuvres sur le sujet de la mémoire et de l'histoire de la guerre d'Algérie, on a pu les faire aussi qu'à l'été. Voilà. Donc on a demandé effectivement ce décalage-là. Il est possible que du coup ça ait pu susciter une question, c'est le seul échange que j'ai eu par mail avec Monsieur Lafitte. Donc notre délégué général lui a demandé une prorogation. Il a répondu en nous demandant une date et en notant qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à décembre, au-delà de décembre 2022. Et on lui a répondu qu'on s'arrêterait en juin 2022, ce qu'on a fait. Et donc on a réalisé 100% de nos actions prévues à juin 2022. Voilà. Pour ce qui est du contrôle, donc effectivement, on a été les heureux gagnants du premier contrôle. Écoutez, nous, personne ne nous a dit quoi que ce soit. Donc, alors, on a reçu un petit mail début décembre 2022 d'une agente du CIPDR qui nous l'a présenté, je la cite, dans la continuité de campagne de 2019 de contrôle interne financier des subventions octroyées sur le FIPD par le SG-CIPDR. Voilà. Donc, nous avons reçu un mail présentant ce contrôle comme un contrôle dans la continuité et nous informant que d'autres dossiers étaient sélectionnés pour ce contrôle. Nous demandons d'envoyer nos pièces avant, si possible, le 16 décembre. Ce que nous avons fait pour l'essentiel, il nous restait quelques pièces à numériser, les vacances passant, et quelques pièces sont arrivées en janvier. Je ne saurais pas vous dire la date précise, mais voilà. Donc, je n'avais pas eu d'alerte, je n'ai pas eu d'appel, personne ne m'a donné quelque indication que ce soit sur le fait que je devais être contrôlé. Je n'ai pas eu non plus d'éléments d'information sur les résultats de ce contrôle. Je sais que le CIPDR nous a reconduit, enfin nous a proposé d'accepter un nouveau dossier de subvention. Donc j'imagine que si nous avions s'ils avaient identifié des problèmes, je pense qu'on l'aurait su.
J'ai pas été surpris complètement par ça parce que dans le passé, donc mon comptable m'a confirmé quand même que le SGCIPDR l'appelait directement. Donc on a un cabinet comptable et donc pour identifier telle pièce, savoir avoir une précision sur telle ou telle facture, pas systématiquement, mais plusieurs fois. Et aussi quelques points sur des points formels, m'a-t-on précisé dans le passé. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Merci, Monsieur Desmaisons. Merci à Madame et à vous, messieurs. Avant de conclure, je vais demander, mais ce n'est pas très facile pour nos collègues, évidemment, de rentrer peut-être dans cette discussion, qui était une discussion sur le mode de fonctionnement presque habituel, si je puis dire, entre une association et le CIPDR, qui se déroule sur le temps long. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, quelques questions à poser à nos invités ? Je n'en vois pas, donc ça veut dire que le rapporteur général et moi-même avons posé les questions qui s'imposaient. Merci d'y avoir répondu très, très clairement et très largement. Vous pouvez nous envoyer évidemment des compléments si vous le souhaitez, en plus du document que vous nous avez déjà fait passer, mais par rapport aux questions qu'on vous a posées, si cela vous paraît utile. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour cette audition. Merci. Merci.